Pour être honnête, quand on a créé le WebD, on s'est dit, en fait, Patrick, Jean-Louis et moi, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut voir sur scène. Et puis moi, ça fait un moment que je veux voir sur scène un mec, deux mecs, les mecs qui sont derrière Decathlon France sur Twitter. Moi, je comprends pas comment une marque comme Decathlon est capable de dire à ses community managers, tu peux signer ton prénom. Je comprends pas comment ça se passe pour gérer un bad buzz, comment on fait le lien entre les magasins qui sont en France. Et puis, il faut être honnête, moi je voulais bien appeler Yann de Decathlon et lui dire Yann, viens dans mon salon et viens me faire une conf. Ça marche pas. Parce qu'en fait, il y a d'autres choses à faire. Et donc j'ai appelé Yann et je lui ai dit j'aimerais bien te voir sur scène, j'aimerais bien que tu me racontes l'envers du décor de Decathlon. Est-ce que tu veux bien? Et on a aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir, Yann Amiri et Jeff Ladette de Decathlon, à qui j'ai demandé de monter sur scène. Ce que je leur ai demandé, c'est assez simple. Je leur ai dit, messieurs, est-ce que vous pouvez me raconter votre vie? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe derrière le compte? Qu'est-ce que c'est qu'un community manager? Mais en gros, juste racontez-moi votre vie. Et donc, pendant qu'on est en train de récupérer la 13, tout ça, je bug, l'idée, c'était de leur dire, ok, Decathlon, c'est une marque qui est exposée, qui s'est pris, messieurs, je parle sous votre contrôle, bad buzz les 2 dernières années, 3 dernières années. Et moi, je trouve que, de mon point de vue, c'est un sacré culot que de dire ok, je vais signer avec mon prénom Yann, parce qu'en plus, il est exposé derrière, on peut se le droit à la presse, Yann, au dernier. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de dire ok, nous, on est exposé, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire que ça se passe bien, et comment on peut mettre un community management humain au service de la marque. Et on voulait que ce soit eux qui terminent notre journée avant qu'on passe à l'apéro. Est-ce que vous en sortez? Voilà, je vais l'oublier encore. Alors, Yann, moi je pensais qu'il venait tout seul. Parce que moi j'ai appelé Yann, je lui ai dit viens, je me suis dit ce mec doit être occupé, il a un planning. Et il me rappelle, il me dit ok, je viens, mais si tu veux, on vient à 2. Est-ce que ça pose un problème? Et je me suis dit attends, je peux en avoir 2 pour le prix d'un. Ok. Et donc, concrètement, c'est ce qui s'est passé. On les a appelés, on a eu une discussion, on a échangé, on leur a proposé le deal. J'espère que vous me direz à la fin si le deal a été maintenu. Mais en gros, l'idée c'était de leur dire racontez-moi l'envers du décor. Je pense qu'on peut réapplaudir Yann et Jeff. Du coup, c'est moi qui dois meubler là, c'est ça? Avant de commencer, on voulait juste prendre des nouvelles d'Olivier, je ne sais pas qui c'est. Il est au fond, Il est où? Ok. J'avais peur que ça décédé avant le début de notre presse. Et désolé, ils nous ont un peu niqué notre timing avant, en plus, donc c'est efficace. Donc, juste pour te présenter, du coup, je m'appelle Yann et je travaille chez Decathlon depuis 7 ans à peu près. En fait, j'ai commencé pendant mes études, j'ai 27 ans aujourd'hui, donc j'ai commencé à 20 ans chez Decathlon. J'ai fait plusieurs trucs en communication et depuis 2 ans, je bosse sur toute la partie réseaux sociaux Decathlon France. Et depuis un tout petit peu moins de 2 ans, je travaille avec Jeff. Ouais, donc ça c'est moi. Moi je suis arrivé il y a 2 ans, je suis arrivé directement, j'ai intégré directement dans l'équipe social media. J'étais CM avant, freelance, agence, et uniquement dans le monde du sport, pour parler d'un sujet que je connais, parce que là clairement il y a pas mal de presse, vous ne pouvez pas vous cacher, j'ai rien compris. Du coup, le sport je connaissais, donc c'est pour ça que je suis chez Decat aujourd'hui. Et en gros, ça, tu l'attends. Ok, vas-y. En gros, notre taf aujourd'hui, c'est de s'occuper de ça. Donc, c'est les 4 réseaux sur lesquels on est présent. Et ça va de imaginer les contenus, les faire réaliser ou les réaliser nous-mêmes, et surtout interagir avec tous ces gens-là.
du million de fans qu'on a sur Facebook aux quelques abonnés qu'on a sur YouTube. Et notre gros objectif, c'est de parler au plus de monde possible parce que notre vrai but, c'est de mettre le plus de Français au sport, le plus possible. Il y en a encore beaucoup qui n'en font pas, ou il y en a déjà beaucoup qui en font et qui en parlent déjà, mais il y en a beaucoup qui n'en font pas. C'est pour ça que notre indicateur de reach est ultra important pour nous. On est en 2018 à 21 millions de personnes touchées, et c'est l'un des indicateurs principaux qu'on regarde. On va pas trop parler de business, nous, là. Désolé, peut-être c'est 30 ans, je sais pas. On va plutôt vous expliquer un peu notre strat avec quelques exemples de ce qu'on a fait et de pourquoi on l'a fait, pour que ça ait peut-être un petit peu plus de sens. Pour remettre les Français au sport, notre objectif, c'est d'essayer de devenir leur pote sportif. Pas forcément que le coach qui donne des conseils, pas forcément que le gars qui te dit faut que tu fasses du sport tout le temps, c'est bon pour ta santé, mange bien, fais du sport. Plutôt le pote qui t'encourage, qui te motive et qui, comme le fait Decathlon dans la vraie vie, te fournit tout ce qui peut t'aider à faire du sport, que ce soit du matos, des conseils ou des services pour t'aider à pratiquer. Et le côté pote est plutôt, on essaie plutôt de le retranscrire dans le ton qu'on utilise, dans la proximité qu'on essaye d'avoir avec les gens. Parce qu'on est plutôt, nous, du côté de la communauté que notre marque. On a un pied dans chaque, mais on essaye de s'adapter à qui on a en face de nous. C'est pour ça que sur les 4 réseaux qu'on a, on essaye évidemment de coller aux usages et aux communautés qu'on a en face de nous, parce que notre communauté Twitter n'est pas du tout la même que notre communauté Instagram. Il y en a quelques-uns qui sont un peu sauvages et d'autres qui sont plutôt bisounours. Twitter, c'est sauvage. Et voilà, on essaie d'être ce pote qui te motive un peu quand tu rentres chez toi et que tu vois une story d'un de tes potes qui a été courir et que tu te dis c'est vrai que j'aurais peut-être pu aller courir aussi un peu. Et celui qui t'appelle quand tu as envie de te mettre un nouveau sport ou que tu as envie de t'équiper et que tu as quelques questions à poser. Et du coup, pour devenir ce pote sportif des Français, on a 3 grosses étapes. La première, c'est tout simplement leur faciliter la vie. Effectivement, on ne va pas beaucoup parler de business, notamment sur cette partie-là. On se dit qu'avant de leur vendre le plus de produits possible, on doit vraiment les accompagner parce qu'on va parler des sportifs et à des gens qui, aujourd'hui, peut-être n'aiment pas du tout le sport. Et nous, une partie de notre métier, c'est de les aider à s'y mettre. Du coup, on a toute une partie conseil sportif. L'exemple de gauche, en fait, c'est un truc qu'on faisait souvent le mardi. Je parle au passé parce que ça date de septembre 2018, je crois, on l'a pas fait depuis un moment. C'est le genre d'idée où sur le papier on est hyper content de nous et en fait ça nous met dans la merde très souvent. En fait le concept c'est simple, on s'est dit les gens pour avoir un conseil sportif de qualité, il doit être hyper personnalisé. On ne peut pas faire un bot qui va distiller des conseils parce que souvent ça va être un peu moyennisant, pas terrible pour les gens. Du coup, on s'est dit, on va demander une toute petite action de la part des gens sur Twitter, un simple like, un clic sur notre tweet, et dès qu'on a la notif, on va nous-mêmes leur parler en message privé, en leur demandant c'est quoi ton sport et c'est quoi ton objectif pour leur filer un conseil hyper précis. Donc là, sur la capture, il y a 285 likes, c'est sur une matinée, donc il y a 285 conversations personnalisées, et vous comprenez pourquoi, il ne fait pas ça tous les mardis. Voilà. Et à droite, c'est un exemple qui pointe vers notre conseil sport qui est en fait lié à Decathlon.fr et qui est tout notre site de contenu où il y a à peu près des conseils sur tout et n'importe quoi, sur tous les sports qui existent, en tout cas chez Decathlon. Et c'est un exemple qui est parti vraiment de la communauté où on s'est dit, en fait, dans le monde du sport, il y a plein de sportifs musulmans qui pratiquent le ramadan et on n'avait pas d'article à leur donner, on voyait que ça faisait partie des conversations sur les réseaux sociaux. Et donc, tout simplement, en fait, on a fait un article à partir d'un vrai besoin de la communauté. Et l'article est ultra simple. En fait, c'est une interview d'une nutritionniste qui explique l'impact du ramadan sur le corps d'un sportif et éventuellement les précautions qu'il faut prendre. Et ce genre d'article auquel, tout seul chez Decathlon, on n'aurait pas forcément pensé spontanément, en fait, aujourd'hui, c'est
On vous a laissé quelques stats en dessous. C'est en termes de trafic, en tout cas, c'est un des meilleurs articles sur l'an dernier, et là on vient de le reposter cette année. Et c'est un des trucs qui marche le plus et qui ne vient pas forcément de nous à la base. Deuxième étape du coup, les motiver. On fait souvent, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui nous suivent notamment sur Twitter, on aime bien de temps en temps aller chercher des conversations de gens qui écrivent par exemple j'ai la flemme d'aller à la salle de sport et qui ne mentionnent pas du tout Décathlon, et on va leur parler pour les encourager, ou des fois si on a un ado qui dit qu'il a séché le cours de sport aujourd'hui, on l'affiche sur notre compte Twitter et du coup je ne sais pas s'il va en cours la prochaine fois, mais en tout cas il ne tweet pas. C'est pas ce qu'on a voulu faire avec toi, Olivier, c'est pas le but. On avait besoin d'une victime, donc merci Olivier. Et là, cet exemple, on s'est dit, bah, en fait, le moment qui, a priori, dans notre calendrier commercial, en tout cas, n'est pas du tout un temps fort, c'est-à-dire que c'est l'après-Noël, le début janvier, il ne se passe rien du tout. Sauf qu'en fait, quand on se met dans la peau de l'utilisateur, on se dit que c'est le moment où tous les gens prennent leurs résolutions un peu bidons qui ne tiennent plus le 1er février. Et donc, on s'est dit, bah, tweetez toutes vos résolutions sportives, et nous, on s'engage toute l'année à venir vous reparler pour voir où ça en est. Donc, encore une fois, ça n'aide pas forcément tout le monde à tenir ces résolutions. En tout cas, ça leur met un coup de pression. Si en avril, ils avaient oublié ce qu'ils ont tweeté en janvier. Et des fois, on lance un truc comme ça, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. En 2018, on l'avait déjà fait, le truc a été un peu vu, elle n'est pas forcément hyper bien marché. En 2019, je pense qu'on est juste tombé le bon jour. On s'est retrouvé première tendance de France sur Twitter. Et je pense que plein de gens n'ont jamais su que c'était Décathlon qui l'avait annoncé. Mais on s'en fout. Enfant, un peu tant que notre but est par l'export, et la troisième étape elle vient valider ça parce qu'on essaye surtout d'élargir nos communautés, mais surtout la communauté des sportifs. Et c'est pour ça que pour nous c'est super important de parler aux non-sportifs, donc à ceux qui ne sont à la base pas concernés par nos messages, ce qui va un peu à l'encontre de ce qu'on devrait faire à la base, mais c'est au contraire pour nous prioritaire. Donc ça marche pour ceux qui ne font pas de sport comme pour des communautés qui sont à la base pas forcément concernés. Là pour le coup, c'est plutôt les gamers et le monde de l'e-sport en général. Sur une activation qu'on a fait avec Domingo, qui est là en t-shirt blanc en train de prendre un max de plaisir au Semi-Marathon de Paris, et qui est un streamer jeux vidéo à la base, depuis très longtemps, mais qui kiffe le sport beaucoup et qui en parle souvent et qui a fait 2-3 événements sport sur sa chaîne Twitch, dont du vélo et un match de foot en futsal avec d'autres potes amis streamers. Donc quand on a vu ça, on s'est dit que c'était une bonne opportunité pour nous d'aller parler à une communauté qui ne nous suit pas forcément. Et ça tombait bien parce qu'il s'était inscrit au Semi-Marathon de Paris. On a évidemment bossé avec lui sur ce projet-là, on l'a équipé, et il a fait son semi-marathon en direct sur Twitch devant 30 000 personnes. Donc 30 000 personnes pendant, il a fait 2 heures. Non, 1h56. 2 heures, c'est pas longtemps. Donc il a fait en 1h56 et 21 km. Il n'est pas, c'est pas un non-sportif, mais c'est pas non plus un athlète de haut niveau, quoi. Donc il voulait pas forcer les gens à faire du sport, il c'est juste que lui qui fait faire ça, et cet objectif de faire ce marathon était pour lui personnellement un truc ultra important. Et pendant 2 heures, il y a donc eu 30 000 personnes qui l'ont regardé courir dans les rues de Paris. Donc bon, ouais, du coup, en me disant que ça allait être un peu chiant parce que 2 heures c'est long, et déjà quand tu cours c'est pas ouf, mais quand tu regardes un mec courir, c'est encore plus bizarre. Et en fait, franchement, ça faisait le taf. Il avait mis un petit dispositif de commentateurs avec d'autres streamers, potes à lui, qui commentaient tout ça de façon un petit peu pro, et ça a carrément fait le taf. Donc on est content d'aller élargir cette communauté-là et d'aller chercher d'autres personnes à intégrer dans la communauté des sportifs. Et donc potentiellement dans d'autres communautés, parce que comme on est Décathlon, tout le monde nous associe directement au sport. C'est pour ça que nous on considère que notre métier, on a un pied dans chaque communauté. Là, à la fois on a un pied dans la marque, évidemment, et on sert les objectifs de la marque pour faire du business quand même derrière. Voilà, du business. C'est notre but implicite, évidemment. Mais on a surtout un pied dans la communauté des sportifs parce qu'on est persuadé qu'on ne créera jamais une communauté de marques. Je pense qu'il y a très peu de marques qui peuvent se dire qu'ils ont une communauté de marques, de gens qui sont fans de leur marque et qui se rassemblent
pour en parler. Ou en tout cas, si c'est le cas pour nous, c'est un peu flippant de se dire que les gens vont se rassembler dans une salle pour dire on kiffe tous Décathlon. Par contre, la communauté sportive, elle existe, et dans cette communauté-là, il y a la communauté des gens qui kiffent le foot, la course à pied, la natation. Et c'est aussi utile pour nous de pousser les messages de la marque vers cette communauté-là que de récupérer les avis, les tendances et les retours de la communauté pour alimenter nos stratégies de marque et le développement de nos produits ou des avis sur, on le verra après dans la presse, il y a des tendances aujourd'hui qui sont assez fortes sur les réseaux sociaux et sur lesquelles on peut éventuellement se faire critiquer. Et pour nous, c'est super important d'utiliser ces retours-là de façon un peu humaine, c'est pour ça qu'on signe nos messages, que parfois on montre un peu nos têtes quand le format s'y prête et que le contenu s'y prête. Et que quand on a été nul, on s'excuse, parce que des fois on est nul. Et quand des gens viennent nous pointer du doigt quelque chose qui ne va pas dans nos magasins, ou sur nos produits, ou sur l'expérience qu'ils ont vécue avec Décathlon, qu'on s'excuse en disant bah ouais, effectivement, ce truc-là, c'est pas ouf. On va prendre ton message et on va le faire remonter aux personnes concernées. En général, ça calme la personne en question. Nous, ça nous permet d'avancer et ça sert tout le monde. On est surtout là pour servir la communauté et les utilisateurs, ceux qui viennent chez nous et ceux qu'on ne connaît pas encore. Donc cette partie-là est pour nous primordiale dans notre métier aujourd'hui. Et du coup, tout le travail qu'on a mis en place là-dessus depuis à peu près 2 ans, en fait, aujourd'hui, nous permet de faire des trucs un peu plus cool avec notre communauté, notamment au niveau de la création de contenu. À droite, vous avez un format qu'on aime pas mal sur Facebook parce que il parle plutôt aux gens. Pour nous, il est plutôt facile à créer. En fait, c'est des formats vidéo de je sais pas, 1 minute ou 2, où c'est des sportifs anonymes qui viennent nous raconter leur expérience. Et par exemple, à droite, c'est Aurélia. On écrit sportif depuis 6 mois, et en fait, dans ce qu'elle nous raconte, elle ne parle pas spécifiquement de Décathlon, elle nous dit juste que dans sa vie, elle a toujours détesté le sport pour X raisons. Et juste depuis 6 mois, elle s'y est mise un peu, et elle nous raconte ça de manière très simple. Et en fait, ces contenus-là, sur Facebook, déjà, ils marchent beaucoup mieux que nos pubs télé qui ne coûtent pas le même prix en production. Et les gens, en fait, s'identifient vachement plus à Aurélia qu'à un contenu publicitaire. Et du coup, on crée un lien avec la marque Décathlon, un peu comme ça. L'étape d'après, c'est la partie de gauche, en fait. Aujourd'hui, pour créer ces contenus-là et pour trouver ces gens-là, en fait, on fait un truc tout con. On tweet et on demande aux gens s'ils ont envie de venir nous raconter des trucs. Donc ça, c'est le dernier exemple du 12 mars. Là-dessus, en 1 heure, je pense qu'on récupère 30 contacts de gens qui sont prêts à venir nous raconter leur histoire face cam. Et dans tout ce lot-là, on a des histoires hyper intéressantes. Évidemment, on ne fait pas des contenus avec tout le monde, mais ça nous donne de la matière qui, pour nous, et du coup, sera facile à aller chercher maintenant que les gens nous font confiance à ce niveau-là. Et sur les thématiques des contenus, encore une fois, j'en parlais un peu tout à l'heure, on part des vraies problématiques de la communauté. Et en gros, cet exemple-là, c'est une vidéo un peu du même type qu'on a fait avec Camille, qui court depuis 4 ans et qui, là, il y a quelques semaines, a fait son premier marathon. Et du coup, on se sert du contenu sur Facebook. Là, c'est une capture d'écran d'IGTV. On s'adapte en termes de format avec les sous-titres et tout pour les gens qui n'activent pas le son sur les vidéos. Donc on adapte un peu les contenus par réseau, mais des fois on peut mutualiser la création. La Camille, elle est présente sur 2 réseaux différents. Et en fait on se dit que ce genre de contenu, quand c'est Camille qui raconte son truc, sa préparation, qu'elle l'ait faite avec Décathlon ou pas en fait, et c'est vachement plus cool à consommer qu'un article très donneur de son de la marque qui te dit quand tu fais un marathon tu dois faire ça, ça et ça. Et ce qui est hyper cool en plus, c'est que Camille, pour le coup, elle a absolument rien partagé avant de faire son marathon. Je crois qu'on a publié 3 jours avant son marathon et son objectif était de le finir. Donc elle a rien partagé, elle ne s'est pas montrée du tout. Par contre, une fois qu'elle l'a fini, elle est revenue le lundi matin et en fait, sans qu'on lui demande rien, elle a posté un commentaire en racontant tout son marathon, en donnant des nouvelles aux gens qui avaient interagi, qui l'avaient encouragé.
Et du coup, nous, notre taf, c'est juste d'orchestrer ce truc-là et de donner la parole aux bonnes personnes. Le but de ça, c'est évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, de les encourager à faire du sport. Parce qu'on part du principe que si on encourage le plus de personnes possible à faire du sport, derrière, ils viendront chez nous pour acheter des produits. Parce que le réflexe Decathlon est assez présent aujourd'hui, tout le monde le connaît, on n'a pas besoin d'expliquer ce qu'on fait. Donc, on sait que si on les encourage dans cette voie-là, derrière, ça deviendra des gens qui viennent acheter nos produits. Et l'histoire qui se crée est un petit peu plus sympa que si juste on leur faisait du push produit de façon un peu bourrin. Ce qu'on fait aussi, hein. Il y a évidemment dans nos métiers beaucoup de campagnes dates qui tournent tout le temps, mais c'est un peu moins. L'histoire est un peu moins cool à raconter avec les gens et il faut juste tomber au bon moment pour. C'est une autre facette de notre métier qui est plutôt automatisée. Sur cette partie de contenu, on a dans la suite de ce que Yann disait, là c'est l'exemple de YouTube où on essaye on parlait plutôt du fond juste avant, là on est plutôt sur la forme. Où on a voulu utiliser YouTube mais consommer YouTube aujourd'hui par les gens qui passent du temps, qui n'allument plus la télé et qui en rentrant allument plutôt YouTube pour regarder leurs abonnements, et faire des formats plutôt 10-15 minutes où on part juste tester des sports avec des personnes qui sont experts dans ces sports-là, pour essayer au maximum de donner envie aux gens d'en faire et de coller au format de ce qui est consommé par les utilisateurs des réseaux sociaux. C'est Jeff, le mec allongé qui teste du skate. Si vous voulez voir chuter quelques fois. Et puis on vous avait dit en début de presse qu'on n'avait pas beaucoup d'abonnés sur YouTube. Et des mains, 2, 3. Et ça fait quoi un point qu'on a un peu abordé avant, où en fait notre taf de community manager chez Decathlon, c'est pas de défendre coûte que coûte la marque tout le temps, peu importe le sujet. Et nous, je pense qu'on ne prendrait pas de plaisir à faire notre taf si on devait défendre des trucs auxquels. D'accord, je le tout. On ne prendrait pas de plaisir à faire notre taf si on défendait des trucs auxquels on ne croit pas, si on savait que sur tel ou tel point on fait de la merde et nous, le boulot, c'est juste d'aller défendre ça. Du coup, quand on n'y croit pas, la liberté qu'on a, c'est qu'on n'est pas obligé de le défendre. Et là, c'est un exemple parmi tant d'autres. En ce moment, on a énormément de retours, notamment sur les produits enfants, où parfois, dans certains de nos rayons, les produits ont tendance à être très bleus ou roses, avec pas de choix neutre pour les parents qui n'aiment pas ça. Je vois que vous faites tous oui, regardez. Je ne fais pas les produits. On est désolé, d'accord avec vous. Pendant l'apéro, si vous avez des doléances et tout, c'est notre travail de monter ça. Et du coup, quand on reçoit une critique comme ça, on pourrait se dire, on va expliquer aux clients par A plus B pourquoi le bleu et le rose, ça se vend plus que les autres couleurs, et nous on est là pour faire du blé, et du coup on va pas s'emmerder à faire du jaune. Mais je ne me sentirais pas hyper à l'aise avec ce discours-là, donc ce qu'on fait c'est juste de dire, ok, merci d'avoir pris le temps de nous écrire, et le seul truc que je peux faire moi en tant que community manager, c'est trouver la bonne personne en interne pour lui partager tout ça. Et en vrai, la plupart du temps, les premières fois qu'on va avoir les chefs de produits avec nos tweets, des fois, les deux rigolos qui... des fois ils se foutent de notre gueule, des fois ils nous répondent pas. D'autres fois ils nous insultent. Et au bout de la 10e fois sur le même sujet, sur un truc qui revient souvent, et qu'on arrive à démontrer que les usages des clients évoluent, leurs envies, si un sujet qui ne les choquait pas il y a 10 ans, aujourd'hui leur fait se poser d'autres questions, peut-être on s'est fait envoyer chier 9 fois, mais si la 10e elle sert à quelque chose, on est content d'avoir fait ça. Donc c'est pas toujours marrant, et c'est pas, tout le monde n'est pas forcément dans une boîte comme Decathlon 100% aligné sur tous les sujets. En interne, il y a beaucoup de discussions. Ça, c'est un peu la partie de notre taf qui se voit pas. Là, la capture d'écran, elle est bidon. Le tweet, il est plié en 3 lignes. Par contre, il y a pas mal d'échanges de mails après en interne pour faire avancer tout ça. Donc, j'espère que Violaine aura des casques jaunes. Et ça, au contraire, c'est le... Alors, c'est l'exemple d'hier, on n'a pas fait exprès, mais on a mis à jour. Si, on sait qu'on allait faire une blague avant de venir quand même, histoire d'avoir un truc. Allez, il fallait nos 10 000 retweets avant de venir. Et du coup, c'est une info qui vient d'hier. On a vu par hasard sur Twitter. Alors, on n'a pas. On veille quelques mots-clés en plus de nos marques, mais on n'a pas d'outils de veille, de gros dashboard et tout.
Pas trop ça en fait. Enfin, on n'est pas très organisé pour utiliser des trucs comme ça et du coup on ne paye pas sur l'outil. Donc là on a vu l'article par hasard parce que Hypebeast, qui est un média lifestyle et un truc qu'on suit qui a dû atterrir dans mon fil perso, on a vu que Louis Vuitton sortait des raquettes de ping-pong à 1500 €. Et du coup, on a cité, on a écrit LOL. Donc on a un bon ratio visibilité par nombre de lettres. Là, c'est et du coup, on se permet de faire ces trucs-là si tout ce qu'on vous a raconté avant tient la route en fait. Ça c'est, je pense, 5% de notre métier. Des fois, c'est les 5% qui se voient le plus, mais en fait, on n'est pas crédible si on fait des vannes sur Twitter toute la journée. Et qu'avant ça, on ne répond pas aux questions basiques des clients ou on les accompagne pas bien sur leur expérience avec Decathlon. Mais du coup, si on fait ça, on se permet quelques vannes de temps en temps. Du coup, je me suis même dit hier qu'on allait peut-être faire un peu de pub à Louis Vuitton. J'ai regardé les stats, on a fait 2 millions d'impressions sur ce truc-là. J'espère qu'ils sont contents. On a d'autres exemples de blagues qui vont un petit peu plus loin. Ça, c'est notre. C'est un peu un des projets qu'on a mené en parallèle de notre taf parce que ça sort un petit peu du cadre, mais à la base, ça part des réseaux sociaux et ça part du premier truc que vous voyez avec une photo qui date d'un tract, qui est prise sur un tract qui date de 1985, où on a vu des vieux produits à nous, plutôt vintage, plutôt stylés, que nous on a trouvé plutôt stylé, que l'ensemble du bureau trouvait plutôt dégueulasse, mais que nous on a trouvé plutôt cool. Et quand il est arrivé à notre table, il est plus reparti. Et il a été, on l'a mis innocemment sur Twitter, avant qu'il soit réclamé sur un tweet qui a fait 33 000 retweets en quelques heures. Donc on n'a plus trop le choix après que d'aller plus loin, parce que on avait parlé, donc il fallait qu'on l'assume. Et finalement, on a été jusqu'au bout, puisque ça a donné des transitions sur un collègue. C'est un métier. Ça a donné ça, donc on a un peu redesigné le job pour le rendre un petit peu plus actuel. On a été chercher le mec sur la photo, c'est Billy, alias Rebedeta sur Twitter, qui est un tweetos plutôt connu et qui du coup collait avec l'idée du truc, parce que c'était né sur Twitter, donc qui d'autre que un des représentants du Twitter français pour le porter. On a tout fait en interne, alors, il y a pas mal d'agences qui ont essayé de bosser avec nous sur ce projet-là, mais on a voulu tout faire en interne comme nous on le voulait, et on a eu la liberté de pouvoir le faire de A à Z, pour qu'au final, les 1000 pièces qu'on avait prévues, donc en édition limitée, numérotée, avec une sortie un jour et une heure précise, fasse sauter Decathlon.fr en 30 secondes. Ce qui nous vaut du coup maintenant une réputation pas ouf du côté des informaticiens chez nous. Mais la dernière fois, on a fait une presse métier chez les informaticiens, et quand on est arrivé dans la salle, on s'est rendu compte que c'était les équipes qui géraient le site au moment où ça a planté. Donc le moment du jog a été un peu particulier parce qu'ils nous en veulent un petit peu. Mais nous, on est content que ça ait sauté parce que ça participe un peu à l'histoire du truc, et ça montre qu'il s'est passé quelque chose et que les gens étaient plutôt chauds, puis ça a fait pareil encore un petit peu plus, donc tant mieux. On a évidemment vendu les 10 pièces. Ça part des réseaux sociaux, ça part d'une blague, même si c'est un petit peu orienté à la base. On avait un peu dans un coin de la tête l'envie de le faire, mais il nous fallait une carte légitimité pour être tranquille. Et c'est le genre de projet qui sort un peu de notre taf, parce que quand nous on est en réunion avec le designer et la chef de projet qui nous parle de shape et de. On ne sait pas du tout de quoi il parle. Mais c'est un projet qui montre un peu la puissance que peuvent avoir aujourd'hui les réseaux. C'est devenu un vrai produit, il est devenu concret, et ça part juste d'un tweet à la base. Donc tout ce qu'on a construit avant et tout ce qu'on vous a expliqué juste avant, avec la communauté, avec cette proximité qu'on a avec eux et cette façon de les impliquer un petit peu, ça c'est un peu le côté concret du truc, où sur l'étiquette du job, il y a le tweet name du mec qui a fait le tweet qu'il a réclamé. Et on essaye toujours d'intégrer les gens avec nous, que ce soit dans les contenus qu'on a vu avant, ou dans nos interactions avec eux, ou dans des projets comme celui-là. Et Pierre, quand tu disais je comprends pas comment une boîte comme Decathlon laisse signer que leur prénom, tout ça. Pareil.
Decathlon non plus, je pense qu'on ne prend pas. Et en fait, sur un truc comme ça, quand on a lancé le tweet et qu'on a vu en une après-midi que le mec avait fait 30 000 retweets alors qu'on en réclamait 10 000, et en fait, on a tweeté on va le faire, le jogging, l'après-midi même, sans en avoir parlé à personne en interne. Mais du coup, on s'est dit qu'avec 30 000 personnes qui avaient partagé le truc pour réclamer un produit, personne ne pourrait nous dire non. Donc c'est une technique, je ne sais pas si elle marche à tous les coups. Heureusement, après, on a trouvé un bon designer et tout qui a les compétences qu'on n'a pas. Du coup, dernier slide, moins drôle pour l'agence à mon apéro. Ça, c'est un exemple qui a été cité en intro aussi. Je pense que vous connaissez le sujet, si vous suivez un peu l'actualité ces dernières semaines. En fait, on ne va pas revenir sur toute l'histoire en détail, simplement pour vous dire que nous, on a l'impression que toute la strate qu'on met en place depuis 2 ans sur le fait de devenir le pote sportif des Français, d'être proche des gens, d'être honnête avec eux, transparent, de s'excuser quand on est un peu nul et de défendre certains sujets quand on y croit. En fait, le meilleur moyen de le mesurer, c'est en période de crise, quand ça va bien pour la marque. On aurait pu... on s'est fait d'abord démonter par plein de gens sur l'ensemble des réseaux sur le sujet. Pour les quelques-uns qui n'ont peut-être pas suivi, en gros, on allait sortir un hijab adapté à la course à pied et au sport en général en France il y a quelques semaines, et ça a fait réagir pas mal de monde qui n'était pas trop d'accord avec ça. Et du coup, on a remarqué que oui, on a pris des vagues d'insultes, de menaces, ça a été un peu chaud pendant plusieurs jours. Mais en fait, tous ces messages-là, ils ont largement été contrebalancés par des gens qui nous soutenaient et qui avaient envie de défendre les Decathlon. Et ça, pour nous, c'est hyper important parce que si on n'a pas ça en tant que marque, au moindre écart, là, c'est pas un écart parce qu'on a défendu le truc, mais moindre truc qui ne plaît pas, on peut se faire démonter très rapidement sur les réseaux sociaux. Nous, on sait très bien que quand on s'expose, qu'on met nos prénoms, c'est positif quand c'est très largement partagé et quand le message est positif. On sait que si demain on fait de la merde, c'est la même ampleur en négatif et c'est plus dur à gérer du coup. Et du coup, on explique toujours, même quand on parle de notre taf en interne, on se dit, oui, évidemment, vous retenez tout le côté blague un peu marrant du métier. Et par contre, ça, c'est l'autre partie où il faut savoir à quoi on s'expose. Et notamment derrière une marque comme Decathlon, où on a plusieurs milliers de messages par jour. Pour ça, je respecte beaucoup le CR. Je ne connais pas le CM de la SNCF. Bravo. Et du coup, ce point-là est important pour nous, juste pour dire que toute la strate qu'on construit, finalement, elle se vérifie aussi dans ces périodes-là, quand c'est ultra tendu. Et je crois que c'est terminé. Moi, je pense qu'on peut parler à nouveau. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Moi j'ai une question assez simple qui me vient en fait à chaque fois que je vois un nouveau tweet de vos interventions. C'est quoi la lettre de mission que Decathlon sur votre contrat de travail? Enfin, c'est un truc qui m'interpelle vraiment en me disant voilà les clés les gars, et puis je vous éteindrai le soir avant de partir. Enfin, c'est vraiment le sentiment qu'on a. Ce qui est hyper intéressant dans cette présentation, c'est effectivement l'importance de la communauté, et ça c'est effectivement primordial. Maintenant, c'est à quel moment Decathlon pose cette stratégie, à quel moment vous êtes intégré dans cette stratégie, ou est-ce que en fait c'est vous qui poussez? Enfin, moi j'aimerais savoir l'œuf, la poule. Voilà. Jeff. En gros, donc moi je suis arrivé il y a 2 ans. Et Yann était tout seul à ce moment-là, donc dans un sale cadre, tout seul, on a tout ça, c'était compliqué. Et en fait, on a écrit la strat à ce moment-là, l'été juillet-août il y a 2 ans, et un peu comme le jog,
on l'a écrit et on l'a appliqué sans trop. Enfin, c'est nous qui avions les clés, tu l'as dit, donc c'est plutôt nous qui poussons les trucs. On n'a pas vraiment on fait rien valider. Mais c'est ce que vient de dire Yann, c'est que quand ça marche, tout le monde est content, c'est bien. Nous, on sait que si ça marche pas et si on fait de la merde, bah, ça sera pour nous, quoi. Donc, je pense que on a la chance d'avoir cette liberté-là et c'est un luxe de ouf d'avoir ça parce que par des expériences passées, je sais que quand tu dois faire valider tes tweets ou même ta ligne d'édito, c'est un bordel parce que tu perds du temps et du coup, tu parles moins aux gens et il y a moins cette transparence, cette sincérité qu'on essaie d'avoir au maximum. Donc on a la chance d'avoir cette liberté-là par les personnes qui sont avec nous. Et tout part de là, en fait, ils nous laissent faire et ils nous font confiance sur tout ça. Donc pour l'instant, Dieu bénisse, tout va bien. Mais peut-être qu'un jour on va se tromper, peut-être que quand on va réécrire un peu la strat, on va faire des mauvais choix et on reviendra l'année prochaine pour vous dire qu'on a fait que de la merde. Enfin, on cherche à travailler. Je ne sais pas si je vous invitera, mais en gros, voilà. Donc non, c'est plutôt la deuxième option, c'est plutôt nous qui poussons le truc et on prend évidemment les avis quand on essaye d'en parler. On a la chance d'être plusieurs déjà nous, dans l'équipe. À deux, on peut en parler, des fois on n'est pas d'accord, on bataille un peu. Et ça nous aide vachement à avancer nous sur nos sujets. Quoi. Et le seul cadre qu'on a, c'est l'objectif de la boîte Decathlon qui est en gros, si je résume, de rendre le sport accessible à tout le monde partout dans le monde. Et en fait, ça paraît ultra bateau, mais dès qu'on se pose une question, ce cadre-là, il suffit la plupart du temps, si on connaît un peu la boîte. Et après, nous, on est aussi conscient qu'on a la chance d'avoir toute cette autonomie où moi, quand j'ai récupéré le truc il y a 2 ans, j'ai pas eu de contrainte en fait, on a carrément fait confiance, on a écrit le truc à 2. Et le seul truc qu'on nous a demandé, c'est de tester des trucs et de se servir du social media pour tester. Bien testé. Ouais. Pour faire des trucs qu'on ne faisait pas sur les autres médias un peu plus classiques. Du coup, on teste et des fois on fait un peu de la merde, mais quelques trucs qui marchent. Bonjour. Juste par curiosité, vous n'avez pas trop parlé, mais vous faites souvent des tweets avec d'autres marques, style avec des petites conversations avec Innocent, Interflora, SNCF, tout ça. Et donc, juste par curiosité, est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça engrange beaucoup de likes, de retweets, j'en vois, mais est-ce que ça apporte quelque chose après à la marque? Alors, en fait, il nous mentionne beaucoup. Et on n'arrive pas souvent. Et non, en fait, c'est compliqué. Hein. Non, en fait, on n'est pas hyper fan de cette facette du métier où il peut y avoir les travers un peu d'entre-soi de community managers qui se font des petits private jokes et tout, et qui des fois ça fait marrer les gens qui suivent les marques, et des fois je pense que les gens sont un peu perdus, ou en tout cas ils sont pas là pour ça. Donc c'est un outil, je pense, pour plein de gens, pour forcément quand on met 3-4 grosses marques ensemble, bah, ça accroît la visibilité, mais en termes de fond, je pense que ça apporte pas des trucs de ouf. Enfin, on fait pas beaucoup de morpions contre la SNCF sur Twitter, tout ça, c'est pas... Non, mais quand il y a sincèrement un sujet où c'est le cas du job, par exemple, où nous on mentionne Capido qui est le premier média streetwear et de ce milieu-là en France, c'est logique qu'on les mentionne là-dessus parce qu'ils sont concernés par le sujet et on les connaît pas et c'est une sincère demande de notre part d'avoir leur avis. En vrai, on voulait vraiment leur avis, que eux nous valident le truc ou pas. Après, je pense que quand c'est répété et que ça revient souvent, ça devient un peu presque un marronnier de CM, de dire bah tiens, là on va faire un truc avec telle marque parce qu'on sait qu'ils nous répondent et quand c'est sincère, je pense que ça peut être cool parce que ça peut faire marrer un peu les gens. Quand c'est un peu forcé, je suis pas sûr que ce soit ultra utile pour la communauté. Les gens ils sont pas débiles, ils le voient assez facilement quand c'est un peu fake, quand c'est préparé ou c'est spontané. Des fois on voit des trucs, on sait que les 2 marques qui se répondent, c'est la même agence qui gère les trucs, peut-être les mecs sont même bureau quoi. Donc on essaie de... Ouais, des fois la même personne. Ouais, là c'est un peu schizo. Moi j'avais une question pour vous, je me suis posé une grande question, si vous allez faire un déplacement, quitter votre bureau, être pas là,
et ça continue à tourner. On peut se prendre un bad buzz là maintenant. Vous êtes un peu plus que 2 dans l'équipe aujourd'hui, vous êtes 3, mais en Rosenthal. Alors, Comment ça vous- peut être un très bon test. Lancer une merde maintenant sur les réseaux avec elle. Et en fait, on va pouvoir juger les compétences de notre stagiaire qui tient la boutique aujourd'hui. Et la question qui est complémentaire, à 9h-18h, c'est imaginable en tant que community manager d'une marque qui a quand même une grosse audience, on l'a vu tout à l'heure, où vous avez des horaires qui ressemblent à rien. Qu'est-ce qu'on fait le week-end, qu'est-ce qu'on fait la nuit, est-ce qu'on répond? La question, t'auras du travail. En plus, c'est filmé, donc faut pas que je dise ça. Non, la question vie perso en fait. Ouais, mais c'est une question qu'on me pose souvent. Et c'est vrai que c'est compliqué de séparer et de couper à 100%. Maintenant, moi au début, j'avais du mal à couper parce que on kiffe ce qu'on fait, donc du coup, j'avais un peu de mal. Maintenant, c'est un peu plus simple parce qu'on est plusieurs. Donc, du coup, pour les vacances, par exemple, on s'arrange pour pas être en vacances en même temps, c'est con, mais voilà. Après, il y a des moments où, effectivement, même maintenant, quand on est 3 dans l'équipe, des fois, on est tous les 3 au même endroit parce qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas éviter et on est à 3 ensemble. S'il y a un truc qui pète, ben, on sait que, par exemple, le hijab, on avait une session de formation la semaine juste après. Et le sujet a failli repartir à un moment donné, le jour où on donnait notre formation. Et on a dit à tout le monde, bah, si ça repart, on va partir, on annule le truc et nous, on va être obligé de partir pour aller gérer ça. Donc, sur cette partie-là, quand ça tombe, on est obligé de le gérer. Et sur la partie des horaires, on sait maintenant couper les réseaux le soir ou les week-ends quand ça ne nécessite pas de réponse de notre part rapide. Et répondre aux gens le lundi en leur disant bah, désolé, on est en week-end, c'était dimanche. En général, ils comprennent. Et il y a moins, je pense, aujourd'hui cette importance de répondre dans l'heure. Facebook a été la petite coupe pour dire que tu étais très réactif et tout. Si tu réponds le lundi matin parce que la question a été posée le dimanche soir, les gens comprennent et en général ça passe. Et en termes d'organisation, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous travaillez vos fils? Non mais voilà, c'est la question que certainement je pose peut-être régulièrement. Allez, je me lance. Il faut laisser place à l'authenticité, aux spécialités, mais bon, il y a quand même beaucoup de matière, beaucoup d'organisation, et comment vous gérez? En gros, Facebook est très organisé. Enfin, pour nous. Donc on a un planning en fait. On sait à peu près un mois à l'avance, des fois 3 jours, mais sur le papier, un mois à l'avance qu'on va poster, toutes les campagnes qui vont partir. Facebook, ça reste notre grosse machine sur laquelle toute la pub tourne, on investit beaucoup. Instagram, on commence aussi à l'éditorialiser, à avoir un planning. Et au contraire, un réseau comme Twitter, où on a défini dès le début qu'on ne faisait pas de création de contenu spécifique à Twitter, qu'on n'était pas là pour pousser des trucs, c'est juste notre réseau de la conversation et du rebond sur ce que les gens nous racontent. Bah, du coup, pour être spontané, on n'a volontairement pas de planning de Twitter et on assume complètement le fait que sur parfois plus d'une semaine, il ne se passe pas grand-chose et des fois, sur une même semaine, il y a 3 trucs différents qui vont péter. Donc ça fait pas très organisé, mais en fait ça nous va bien si le réseau est spontané. T'as des gens qui n'ont pas envie de dire, J'ai une petite question pour vous. On remarque beaucoup maintenant aussi sur les réseaux sociaux, en tout cas je l'ai identifié à plusieurs endroits, que les clients utilisent aussi les réseaux pour poser des questions d'ordre purement, on va dire, des questions sur leur commande, des questions vraiment clients. Est-ce que c'est vous qui les gérez aussi? Comment vous traitez ça? En fait, ça c'est plutôt notre service client qui gère. Ils ont tous les messages privés de Facebook parce qu'effectivement 99% des messages qu'on reçoit sur la page Facebook c'est ma commande n'est pas arrivée, mon colis a un besoin de retour, enfin c'est le SAV. Donc ça c'est eux qui gèrent. Déjà parce qu'ils ont la main dans tous les outils et c'est beaucoup plus simple et nous on fait que passe plat pour eux. On a aussi un contact chez eux qui s'occupe de Twitter pour les questions qui concernent ces sujets-là, mais on a aussi sur Twitter d'autres questions qui sont plutôt du relationnel. Donc nous on prend ces messages-là et on laisse les autres au service client. Et sur Insta, on n'a franchement pas trop de questions qui concernent ces sujets-là, parce que les gens n'ont pas trop de problèmes sur Instagram, leur vie est plutôt cool. Mais non, plutôt le service client.
parce qu'on pourrait pas le gérer, c'est impossible, il y en a vraiment trop. Moi j'ai une question, vous avez parlé des 4 principales plateformes que vous utilisez aujourd'hui. Pourquoi YouTube, c'est une question vraiment de curiosité, est si petit pour Decathlon? Est-ce que c'est stratégique et qu'est-ce que du coup vous mettez en place est-ce que c'est un média stratégique pour demain? En fait, alors c'est petit parce qu'on est à la bourre, clairement. Et on a voulu le faire comme nous on voulait le faire, et à la base la chaîne YouTube c'était une banque de vidéos quoi, qui avec tout dessus, il y avait beaucoup de télé, il y avait des fiches métiers, enfin ça n'a aucun sens. Donc tu avais en fait des vidéos à pas plus de 10 millions de vues, mais pas d'abonnés, quoi. Tu n'avais pas de logique d'abonnement, puisque c'était juste une banque de vidéos. Mais ça fait partie des réseaux YouTube, Twitch, l'influence en général aussi, font partie des sujets qu'on veut développer beaucoup plus. Il y a une vraie dimension temps là-dedans, parce qu'à deux, clairement, pour gérer tout ce qu'on a déjà aujourd'hui, plus réussir à avancer sur ces sujets-là, c'était assez compliqué. Là, l'équipe risque de s'agrandir un petit peu, donc on devrait avoir un peu plus de temps pour avancer tout ça. Mais ouais, ça fait carrément partie des sujets prioritaires pour nous, et sur lesquels on a commencé à avancer pour poser quelques bases, que ce soit sur l'influence ou sur YouTube, et que maintenant on peut aller pousser un peu plus loin. Et en fait, on se met aussi des contraintes. YouTube, la strat qu'on a mis en place là, c'est de faire des vrais contenus comme pourrait le faire pratiquement un youtubeur sportif, où en fait on emmène les gens avec nous à la découverte de certains sports. Et du coup, pour que ce soit naturel, on pourrait prendre une partie de nos budgets pub et mettre le paquet sur YouTube pour lancer très fortement nos premières vidéos. En fait, on ne le fait pas parce qu'on veut que les gens qui s'abonnent, ils le fassent de manière naturelle, comme ils pourraient s'abonner à une chaîne d'un youtubeur qui n'a pas les moyens et les budgets de Decathlon. Et du coup, on se laisse le temps de développer des bons contenus et d'avoir une croissance naturelle, plutôt que de faire des gros chiffres très vite pour faire des débriefs un peu cool, mais qui est moins de fond, quoi. Merci. Bonsoir. Est-ce que dans le réseau Decathlon, il n'y a pas une Jean-François et une indépendance maintenant pour les années à venir? Tant pis pour. Non, c'est marrant parce que c'est une question que notre chef nous pose souvent. Du coup, je crois pas, parce qu'en fait, moi, à un moment, j'étais seul. On se connaissait pas du tout avant que Jeff arrive chez Decat. On a monté le truc à deux, en ayant parfois des idées un peu différentes sur certains sujets. Aujourd'hui, on est 3 avec Célia qui est en stage avec nous, mais qui participe aussi à toute la création de la ligne édito, et on débat à 3 de certains contenus. On n'a pas du tout les mêmes parcours. Moi, j'ai fait toute ma carrière pour l'instant chez Decathlon. Jeff était freelance avant pour d'autres marques. Et surtout, il y a un point dans notre stratégie qui n'était pas forcément hyper visible ici, c'est qu'on assume notre côté différent. Et en fait, on n'a pas de lexique Decathlon, de mots qu'on doit utiliser pour uniformiser le discours. Moi, quand je réponds sur Twitter, je réponds comme je te réponds là, en fait. Et Jeff, s'il n'a pas exactement la même façon de s'exprimer, on s'en fout parce que de toute façon, il signe Jeff à la fin. Et je veux surtout pas que mon nom soit lié à ce qu'il fait. Et du coup, en fait, je sais pas si demain, imaginons qu'on fait de la merde, on se fait licencier, la personne qui nous remplacera aura sûrement aussi sa patte, et le trait commun, ce sera le fond et ce que fait Decathlon, en fait, de rendre le sport un peu cool et de donner envie aux gens de s'y mettre. Mais il y a plein de manières de le faire. Nous, c'est le truc qu'on a fait à l'instant T. D'ailleurs, on serait incapable certainement de le faire pour une autre marque où on n'a pas l'affinité du sport, qu'on ne connaît pas. Moi, j'admire certains community managers qui sont sur les sujets qui me paraissent un peu chiants. Moi, je sais que je serais hyper nul là-dessus. Donc, moi, je pense qu'il y a une tendance, mais je pense qu'il y a quand même un petit truc. Parce que. Tu vas dire l'inverse de tout ce que vous avez dit. Non, c'est pas que je suis d'accord, mais je pense que, notamment sur Twitter, avec la viralité que ça engendre, moi aussi, je signe mes messages sur Insta, mais c'est que des DM, donc il n'y a pas la viralité du truc. Ou quand je réponds à des stories, il n'y a pas la viralité sur Twitter, elle y est. Et on se rend compte aujourd'hui que si on fait un tweet qui perce un peu, qui n'est pas signé, parce qu'on signe surtout quand on répond aux gens, mais quand on fait les trucs que vous avez vu tout à l'heure, ou des tweets classiques, on ne signe pas. Et d'emblée, quand ça arrive que des médias reprennent le tweet, d'emblée ils citent Yann comme étant le signataire du tweet.
Sauf que des fois, c'est pas le cas. Mais nous, on s'en fout, on sait que. Je dis pas. C'est dans la logique de notre strat de signer nos messages. Donc, évidemment qu'il est vachement affilié au compte parce que c'est un peu comme ça qu'on s'est réparti le truc, et la viralité engendre ça. Mais je pense qu'il y aura une petite transition si jamais un jour Yann se fait licencier. Il y aura une petite transition parce que les gens se demanderont tiens, pourquoi c'est plus signé Yann. Mais je dirais pas dépendance parce que ça voudrait dire que ça pourrait pas fonctionner sans lui. Par contre, ouais, une petite transition, je pense qu'il y aura ça, mais qui sera compris par les gens si c'est fait de façon sincère et transparente. Quoi. Puis Yann sera du coup, comme il aura été licencié, il travaille sur son compte perso pour dire que c'est de la merde. Enfin, On va prendre une dernière question. très bien. Merci. T'as intérêt qu'elle soit bien, parce que... Ouais. Alors vous allez peut-être être un peu déçus du coup, mais moi ma question c'était est-ce que vous avez déjà pris une brasse, genre vraiment une grosse brasse à cause de quelque chose que vous avez tweeté et qui était. C'est quoi une brasse? C'est par exemple. C'est lyonnais comme terme. C'est par exemple une remontée. Se faire remonter les bretelles pour pas en interne parce que je sais pas, vous aviez répondu à un tweet de manière je sais pas inadaptée, je sais pas, ou trop osée ou trop piquante, etc. Et que ensuite vous avez fait convoquer dans le bureau pour ça. Non, pas de vrai problème comme ça. Pas encore? Non, pas encore. Mais non, pas de convocation ou de problème pour nous dire de ne pas faire ça. Par contre, des remontées de gens avec qui on ne bosse pas, enfin, pas de la part de nos supérieurs, en gros. Par contre, de la part de gens avec qui on ne bosse pas ou qu'on ne connaît pas, qui bossent dans la boîte, parce que les gars, c'est vraiment recevoir un petit mail de temps en temps sur tiens, vous avez fait ça, c'est bizarre, vous avez dit genre des fois on dit des gros mots. Et chez nous, il y en a qui ça les choque de voir que sur Twitter on puisse dire un gros mot. Et on vient nous voir en disant ouais, quand même, vous avez dit ces termes-là, c'est pas trop les valeurs de décale et tout. Et on a quelques remontées comme ça, mais c'est vraiment très rare. On a déjà eu, pour prendre un exemple concret, oui, je peux le dire. Ouais, je peux pas dire celui-là. Un mec qui est un de nos collègues qu'on ne connaît pas directement, qui écrit au DG Monde de Decathlon. Oui, on est très à l'aise chez nous. Qui lui envoie un de nos tweets et qui écrit 3 lignes en disant franchement, je suis pas trop d'accord, je sais pas trop qui gère ça, mais c'est pas terrible. Et du coup, quand ça se passe comme ça, le truc nous est retransféré sans aucun commentaire. C'est ça qui est cool aussi, c'est que on n'a pas à se justifier de tout ce qu'on fait. Et pour autant, nous on entend aussi, on comprend carrément que tout le monde ne trouve pas tout génial et que des fois il y a des trucs qui ne parlent pas parce que t'es pas dans la cible, ou juste des fois on a tapé à côté, on a voulu faire une vanne, c'est pas hyper drôle, ou on peut faire des conneries. Et du coup on prend le temps à chaque fois en interne d'expliquer pourquoi on a fait ça. Et on se dit que même quand on prend des grosses libertés, que le ton est hyper détendu, on doit toujours être capable d'expliquer pourquoi on a fait ça. Et si à un moment on n'est pas capable de l'expliquer par A plus B et que ce soit logique au vu de Decathlon et au vu de la strat, c'est qu'on a fait de la merde en fait. Mais si le lien est logique, même si ça ne parle pas à tout le monde, tant qu'on peut l'expliquer, il n'y a pas de souci. Merci.